dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous touche tous, la joie à la maison. Selon le dernier Life at Home Report qui est publié par Ikea, un tiers des gens ne ressentent pas suffisamment de joie chez eux malgré l'importance qu'ils y accordent. Alors pourquoi ce décalage et surtout comment peut-on y remédier au quotidien sans tout bouleverser ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Enrica Magnalardo qui est responsable de l'inspiration et de l'aménagement chez Ikea France, qui va nous parler des coulisses de ce rapport qu'ils font chaque année depuis 10 ans pour mieux comprendre les différents modes de vie, les grandes tendances observées et les petites actions qui peuvent tout changer au quotidien. Bonjour Enrica. Bonjour à toi. On va beaucoup parler de ce rapport, le Life at Home Report. Je crois que c'est un nom en français, Life. Oui, le rapport sur la vie à la maison. Voilà. En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette étude ? Qu'est-ce que c'est que cette étude ? Cette étude, c'est une étude qui nous tient énormément à cœur chez Ikea. Il est né en 2014, donc il a désormais 11 ans, et il est né pour un usage interne. En fait, c'était pour nos collaborateurs en magasin pour réaliser leurs solutions. Et il était conduit dans 8 pays du monde entier, et il y avait à peu près 10 000 personnes qui étaient interviewées. 11 ans plus tard, cet rapport, il touche désormais 39 pays dans le monde entier et plus de presque 39 000 personnes sont interviewées chaque année. Ce qui nous permet donc d'avoir une vision très globale de la vie à la maison dans le monde entier. Mais le but du rapport, au tout début, c'était pour faire quoi en fait ? Au tout début, c'était la volonté de créer des solutions à magasin pertinentes qui parlaient aux gens ou dans lesquels ils pouvaient se projeter. Aujourd'hui, le bout est beaucoup plus large parce qu'on a vraiment envie à la fois d'être pertinent pour les gens dans nos solutions magasins, mais aussi celle de bien connaître quelle est la relation émotionnelle que les gens ont avec leur maison. Parce qu'il ne s'agit pas que de se meubler chez soi, on doit se sentir bien chez soi. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est la joie à la maison. Pourquoi avoir choisi ce thème central pour ce rapport ? Disons que le thème n'est pas choisi, que le thème, il vient à nous. Quand on visite les gens chez soi, on a pu constater qu'il y a 8 besoins qui ressortent particulièrement. Il y a des besoins plus basiques, comme celui-là de se sentir en sécurité, par exemple, jusqu'à des besoins plus élevés, donc la pointe de la pyramide, comme pouvoir se projeter chez soi. Donc penser et planifier pour le futur. Et parmi ces besoins, ces 8 besoins, il y a celui de la joie. Pourquoi on l'a choisi cette année ? Parce qu'il est un sentiment qui pour la plupart des gens est extrêmement important, mais en même temps, il est très difficile à atteindre. Et donc, c'était cet écart entre l'importance et la mise en place qui nous a intéressés, parce que c'est là où on a vu l'opportunité de pouvoir accompagner les gens pour créer et sentir ces sentiments chez soi. Oui, j'ai lu qu'il y a 36% des gens qui estiment que la joie est importante, mais qui ne la ressentent pas forcément à la maison. Pourquoi il y a ce décalage ? Il y a ce décalage pour plusieurs raisons. Il y a à la fois la façon qu'on a désormais de voir la maison comme un lieu fonctionnel tout court, où vraiment pouvoir dormir, se doucher, manger, etc. Et on oublie ce côté plus ludique qui la rend en fait personnelle et unique en soi. Mais aussi, il y a des obstacles qui se posent sur le chemin, des contraintes d'espace, par exemple, parce que les espaces sont petits ou parce qu'on vit à plusieurs
dans le même lieu. Il peut y avoir des obstacles financiers ou des obstacles liés à la gestion du temps, etc. Et donc, ce sont ces obstacles qui nous intéressent particulièrement parce que c'est là où on a l'opportunité de activer un changement. Ouais. Alors, quels sont les 5 facteurs justement qui reviennent le plus souvent, comme quelles sont les sources de joie à la maison? Qu'est-ce qui apporte de la joie? Alors, je vais te partager les 5 qui sont les top 5 pour la France, parce que ça peut changer de pays à pays. Donc, c'est aussi intéressant à aller regarder ça, parce que par rapport à la culture de chaque pays, ces 5 besoins, ces 5... oui, puis ensuite, vous allez vous adapter, vous adapterez vos réponses ou les magasins selon on va revenir sur ce sujet après. Exactement. Parce que la volonté, ce n'est pas d'être généraliste, mais vraiment de parler à le marché local le plus possible. Et donc, pour les Français, la première source de joie, c'est celle de rigoler avec les gens qu'on aime. Et en deuxième, dans le ranking, on trouve le fait de manger un plat fait maison. Et dans le top 5, on trouve aussi le fait de cuisiner et pâtisser. Et on a aussi le sujet de passer du temps avec les autres. Donc 4 sur 5, en fait, sont, je pense, la meilleure réponse à l'art de vivre à la française. Vraiment, l'art de recevoir, le fait de passer du temps ensemble, de cuisiner. Donc c'est vraiment ancré dans la culture. Et il y a aussi une autre source de joie à la maison pour les Français, que c'est celle de pouvoir dédier du temps à les hobbies et à les intérêts qu'on aime. Et donc, on peut voir que dans des autres pays, le top 5 n'est pas tout à fait le même. Pour exemple, aux États-Unis, on voit que passer du temps avec les animaux de compagnie, les animaux domestiques, c'est une source de joie qui ne figure pas dans les top 5 des Français. Ou pour exemple, en Danemark, il y a un rapport plus tactile, et donc c'est se câliner et se prendre dans les bras avec les autres que c'est une source de joie. Ou encore en Italie, le fait de rénover sa maison, c'est une source de joie. Et moi, étant italienne, j'incarne ça, parce que c'est vrai que moi aussi, je me retrouve dans cette data. Mais alors, comment t'expliques, parce que ça a l'air d'être des petits plaisirs simples, cuisiner, rire, soit quand même si puissants, mais qui soient négligés? Souvent, on associe la joie comme à quelque chose d'enfantin, de silly. Comment dire, on lui donne pas l'importance qu'il mérite. On le néglige un peu dans le sens que on le prend pas au sérieux. Alors que l'étude donne vraiment un rôle presque scientifique à la joie pour que ça soit vraiment pris au sérieux et qu'il puisse, avec ces petits gestes au quotidien qui des fois ils nous traversent, mais qui des fois on peut aussi mettre en place pour vraiment attendre cette joie. Oui, parce que le rapport parle, tu viens de l'évoquer, de joynomics. C'est vraiment la science de la joie, c'est quoi? Exactement. C'est en fait la volonté de prendre au sérieux la joie comme un élément qui nous génère du bien-être. Et donc, vu que le bien-être mental, physique, il est extrêmement important, il est très senti, il est un sujet très actuel, utiliser en fait la joie comme un élément pour atteindre cet bien-être. Et donc, un peu comme un muscle, l'entraîner pour qu'il facilite ce sentiment. Ok, alors maintenant on a la base et alors le rapport après il est structuré, il y a différents leviers pour créer plus de joie chez soi. Est-ce que tu peux nous dire comment faire? En fait, le rapport a détecté 4 leviers principaux qui permettent en fait de se sentir bien chez soi, parce que la joie, c'est très personnel. Il n'y a pas une seule façon de se sentir bien et être joyeux chez soi. Et en fait, le pire, ça pourrait être d'imaginer que la joie soit faire la fête et des endroits super colorés. C'est pas du tout ça. Il y a différentes façons. Il y a même 4 facteurs essentiels pour attendre cette joie, et sont celui de se sentir bien chez soi, donc pouvoir vraiment dédier du temps à son bien-être. Se sentir bien, ça veut dire je ressens de la joie lorsque ma maison me permet de me ressourcer, elle me permet de me détendre, elle me permet de manger sainement, donc vraiment un concept de bien-être physique et mental autour de la joie.
Une autre levier, c'est le fait de s'amuser. Et donc, oui, la partie la plus ludique. Donc, je ressens de la joie lorsque ma maison, elle me permet de mettre en place des loisirs, par exemple, de me dédier à mes intérêts, pratiquer les hobbies que j'aime. Et donc, il y a vraiment cette dimension, tout simplement de jeu qui s'installe chez moi. Le troisième pilier, c'est celui-là de créer de l'ambiance. Donc, les gens, ils sont heureux chez soi lorsqu'ils peuvent personnaliser leur espace. Donc, ils peuvent vraiment représenter leur identité dans leur intérieur et créer donc un intérieur qui parle d'eux. Et passer du temps ensemble, c'est le tout dernier, donc la possibilité de ressentir de la joie à travers des moments de convivialité que je peux créer chez moi, autour d'un repas par exemple, autour de le partage d'une activité ensemble. Mais il faut imaginer aussi que les connexions avec les autres, c'est pas qu'avec les gens de ma famille, ils peuvent être des connexions avec, par exemple, mon voisinage, la communauté, ou même des gens que j'ai jamais rencontrés physiquement, comme par exemple les gamers qui créent des connexions avec des gens à distance, mais c'est des vraies communautés établies alors qu'on ne s'est pas forcément connus ou rencontrés. Et ce que le rapport nous montre, c'est que ces 4 leviers, ils ne sont pas en silo déjà. Donc, on peut avoir besoin de plusieurs chez soi pour ressentir cette joie. Et qui peuvent aussi être interprétés différemment par une génération plutôt qu'une autre. Par exemple, c'était très intéressant de voir que dans le sentiment de bien-être, alors que toutes les générations disaient que la source primordiale, c'était bien dormir, mais en fait, ce sentiment changeait d'une génération à l'autre. Et donc, le bien dormir, bien que primordial, était beaucoup plus intéressant pour le baby boomer, alors que pour la Gen Z, se détendre passait plutôt par prendre soin de son corps. Ah oui, c'est intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet aussi, après, nous, dans nos solutions magasins, aussi d'aller cibler les solutions pour qu'elles puissent vraiment parler à les personnes pour lesquelles elles sont imaginées. Et un autre élément intéressant, c'est les petits espaces, parce que ça, c'est une des obstacles majeurs pour la mise en place de la joie chez soi. Des fois, c'est les petits espaces et le fois, c'est ne pas avoir la place. C'est la même chose, non? C'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Moi, dans mes visites d'habitat, j'ai pu visiter des maisons de 200 mètres carrés où la personne me disait « j'ai pas assez de place ». Et en même temps, des petits studios de 20 mètres carrés, on me disait, j'ai pas assez de place. Donc, en fait, la place ou l'espace, c'est quelque chose vraiment qui est très personnel. Il est lié à les activités qu'on y fait, à la quantité de membres qui composent la famille. Et donc, c'est extrêmement important montrer des solutions qui permettent à chacun de faire les activités qu'on aime, qu'on soit dans des petits ou des grands espaces, avec des solutions astucieuses, gagne place, entre guillemets, mais permet à tous de ne pas accepter de compromis sur des éléments qui vraiment sont importants pour nous et pour créer cette joie. Oui, parce que tu viens de le dire un petit peu. L'étude, elle est ensuite adaptée par des visites d'habitat. Je crois que vous en IKEA France, vous en faites 400, par exemple, et tu vas en tirer encore un complément d'information. Exactement, parce que le rapport, comme on a dit, il est global. Il est conduit dans 39 pays, donc autant au Japon, en Australie, et en Italie, en France. Mais la façon de vivre est complètement différente. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de familles nombreuses en Inde, ça peut être de la famille multigénérationnelle qui vivent ensemble. Une famille nombreuse en France, c'est plutôt une famille recomposée, par exemple, avec des âges d'enfants différents. Et donc, la façon de la traiter à la maison est complètement différente d'un pays à l'autre. C'est pour ça que chaque magasin, chaque unité a la possibilité de faire des visites d'habitat. Donc, les visites d'habitat, c'est l'opportunité d'aller chez les gens, les rencontrer
et les écouter. On ne juge pas, on ne fait pas des projets d'aménagement. C'est vraiment la possibilité d'écouter, d'analyser, poser énormément de questions sur les frustrations au quotidien, sur les activités et surtout sur les rêves liés à leur maison. Et ça nous permet aussi de détecter donc des localismes, vu que la partie régionale, c'est extrêmement fort en France, ça nous permet d'adapter nos solutions. Pour exemple, si des régions où la pratique du sport est extrêmement importante, peut-être que le levier du sentiment du bien-être pour atteindre la joie, ça va être beaucoup plus intéressant dans cette région par rapport à une autre. Mais ce sont des clients Ikea? Comment vous les trouvez, les gens? Non, d'habitude, sont des gens qui ne savent même pas qu'on est Ikea pour qu'ils puissent vraiment être honnêtes jusqu'au bout et ne pas être influencés de savoir qu'il y a une marque qui leur parle. Donc, on utilise des agences qui ont des panels neutres pour trouver ces personnes à visiter. Et d'habitude, on visite des familles qui peuvent être relevantes dans le marché dont on se situe. Pour exemple, si on a besoin de savoir plus sur la Gen Z ou sur les étudiantes parce que c'est une ville universitaire, on va plutôt se diriger vers cette catégorie. Oui, ok. Alors, une fois que vous avez tous ces enseignements, comment après ils vont influencer concrètement le design chez vous, la façon de travailler? Le design est quelque chose qui est développé au siège suédois, iOS, donc IKEA of Sweden. Et donc, c'est quelque chose qu'au niveau pays, on ne peut pas influencer. C'est donc le siège global qui s'occupe de le design du produit. Et bien évidemment, c'est le thème de ces rapports. Comme nous, on le reçoit au niveau pays, eux aussi le reçoivent. Et ils l'intègrent dans le brief de création du produit. Et nous, on intègre ces rapports, ces insights dans la conception de nos solutions magasins. Pour exemple, dans nos fameuses ambiances, on tient compte de ces enseignements pour pouvoir réaliser des solutions qui, de plus en plus, génèrent cette joie. Ça veut dire, en fait, intégrer dans le point de départ de la création de l'ambiance ces sujets pour que toute la planification puisse, au final, porter à des solutions qui répondent à cet besoin. Oui, ce que tu veux dire, c'est que l'organisation des magasins, après, elle prend en compte cette étude et la réalité des habitants de la région ou du pays. Exactement, parce qu'en fait, tu dois savoir que chaque magasin, il est équipé, disons, d'une équipe de spécialistes, architectes d'intérieur, visual merchandiser et graphistes. Ça, c'est une unicité d'IKEA. Donc, chaque unité a son équipe. Ce qui leur permet en fait de mettre en place des solutions qui sont vraiment conçues autour du localisme de la région ou de la ville, et ce qui permet donc d'être plus parlante et plus relevante pour les personnes qui visitent le magasin. Et donc, ces équipes ont la liberté aussi de créer leurs solutions à leur façon. Donc, nous, au niveau siège central, on a des directions qu'on donne à toutes les unités, mais après, chaque unité a la liberté de réinterpréter nos projets et de réaliser davantage des autres projets. Oui, parce que comment sont organisés les magasins IKEA? Ils sont assez particuliers dans le parcours client. Comment ils sont pensés? Au final, sont particuliers, mais sont très simples, dans le sens que premier étage, c'est du mobilier, rez-de-chaussée, c'est l'accessoire, et donc c'est une lecture assez simple de la découverte des plus de 10 000 produits. Et le showroom, donc l'exposition meubles, il est structuré pour que le client rencontre toujours en premier l'inspiration et puisse donc s'inspirer et imaginer qu'est-ce que ça peut être sa maison avec quelques changements, et en même temps il a la possibilité aussi de voir toute la largeur de la gamme de mobilier disponible. Et une chose intéressante, c'est de dire, peut-être que quand on visite le magasin, on ne se rend pas compte vraiment, mais en fait, chaque ambiance, il est développé pour assurer la variété, le maximum de variété en termes de prix,
en termes de style, en termes de solutions d'aménagement, en termes de familles qui peuvent l'habiter, c'est qui permet en fait à les gens d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, de trouver leur coup de cœur. Oui, parce que pourquoi il y a ce cheminement précis à travers les ambiances et les showrooms? J'imagine que ça va changer notre façon d'acheter au final. Il y a surtout la volonté de rencontrer tout l'assortiment. Donc, pouvoir à la fois trouver ce qu'on est venu chercher, parce que ce sont des grandes surfaces, donc on veut optimiser cette recherche. Et on veut aussi permettre aux gens de peut-être voir ou trouver quelque chose qu'ils n'avaient pas imaginé qu'ils en avaient besoin, mais en fait, ça leur rappelle qu'en fait, il y avait aussi ces besoins dont ils n'avaient pas pensé au tout début, et aussi se projeter sur un projet qui peut arriver dans les années après. Et d'ailleurs, dans les techniques, il y a aussi les espaces self-service, où il y a un coin bonnes affaires qui sont presque devenus cultes. Pourquoi ça marche si bien? Alors, je te raconte une petite anecdote sur le self-service. En fait, le magasin de Kungens Kurva en Suède, qui est d'ailleurs en forme ronde, donc c'est le seul magasin Ikea à forme ronde, en fait, est le magasin plus ancien d'Ikea. Ça veut dire quoi en forme ronde? Le bâtiment est rond? Le bâtiment est rond. D'accord. Et il y a du verre, en fait, les surfaces vitrées tout au long. Donc les ambiances sont pleines de lumière. C'est un très beau magasin. Et un jour, en fait, un dimanche, le magasin était blindé de personnes et c'était difficile de pouvoir servir tous les clients. Et le directeur de magasin à l'époque, donc je te parle ça fait 50 ans, il dit, mais pourquoi pas ouvrir les portes du self-service et ils vont en fait chercher leurs meubles toutes seules. Et c'est là qu'en fait l'idée commerciale de pouvoir laisser les gens se servir, elle est née. Donc vraiment avec une idée géniale d'un dimanche matin d'un directeur magasin. Et en fait, c'est une formule qui marche très très bien. Les gens peuvent rentrer le jour même chez soi. Donc ils sont partis le matin avec l'idée de changement qu'ils avaient en tête et ils rentrent chez soi, ils sont prêts à pouvoir l'installer sans devoir attendre les livraisons, etc. Donc c'est, disons, un win-win entre Ikea et le client. Ah, génial. Et tu m'as parlé aussi des espaces de seconde vie. Chez Ikea, on a toujours eu cet espace seconde vie où on avait la possibilité en fait de trouver une vis ou trouver un meuble il était dans l'exposition et il était plus utile, disons, au niveau magasin, mais qui pouvait très bien rejoindre la maison de quelqu'un, ou des produits qui étaient juste légèrement endommagés. Et on l'a toujours eu. C'était vraiment, ça fait partie de notre valeur, de notre ADN, c'est lui de pouvoir donner une seconde vie à un meuble et de ne pas gaspiller, voilà. Et désormais, c'est que pour nous, c'était quelque chose de naturel, est devenu la tendance de la circularité, la tendance de la seconde vie. Pour nous, ce n'est pas une tendance, c'est quelque chose qu'on a toujours eu, qu'on y croit. Et donc, davantage, maintenant, on le fait développer. Donc, on permet aux gens même de ramener leurs meubles. Nous, on les réachète et on leur donne une seconde vie pour qu'ils rejoignent la maison de quelqu'un d'autre. Oui, j'en profite pour te demander comment se positionne Ikea sur les questions de durabilité, justement. Quels sont les axes concrets aujourd'hui ? Déjà, c'est cet espace seconde vie, c'est l'élément le plus concret, chez Reos, dans nos magasins. Aussi, on a la possibilité, de réacheter les mobiliers des gens. On leur permet de venir vers nous. Ils peuvent, sur le site internet, faire évaluer eux-mêmes leurs produits, s'il est en bon état, mauvais état ou pas. Dans tous les cas, nous, on le réachète et on le transforme ou on le recycle ou on le met en vente pour lui donner une seconde vie. Et la durabilité, ça passe aussi avec plein d'astuces pour les gens sur comment vivre un mode de vie plus durable. On a par exemple dans nos installations magasins 3 petites hommes qui portent un message durable. Donc les gens peuvent apprendre à comment faire des économies d'énergie, donner une seconde vie à un meuble à travers nos solutions d'aménagement. On a aussi en place des ateliers. 4 fois par an, à travers des événements, on active dans l'espace seconde vie pour davantage apprendre.
Nous faisons aussi attention aux matériaux. Nous avons du coton certifié ou des produits naturels comme la jute qui a une croissance rapide et donc voilà, ça nous permet de minimiser l'impact. Et nous avons aussi une stratégie zéro Teflon qui nous permet voilà, d'avoir de poils davantage en inox ou un autre matériau. Oui, vous mettez des choses en place en tout cas. Absolument. On est toujours à l'écoute des consommateurs et des changements dans la société. Toi, Enrica, quel est ton rôle? Je te fais parler de plein de sujets. Quel est ton métier chez Ikea? Alors moi, j'ai un métier très passionnant. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est un bon point de départ. Comme tu l'as dit, je suis responsable de l'aspiration et de l'ameublement chez Ikea, ce qui veut dire en fait être garante que toutes les solutions d'ameublement présentées en magasin représentent l'identité de la marque et elles soient relevantes pour les Français. Et que ce soit des solutions en magasin ou même des solutions, par exemple, dans des spots télé, de la façon dont on communique envers les gens. Donc, je m'assure que ces solutions soient pas génériques, mais vraiment soient personnelles et qui parlent aux Français et qui soient toujours voilà, iconiques. Ils aient les codes de la marque Ikea. Ouais, j'ai dû voir quelque part, il y a 550 spécialistes en aménagement. Exactement, oui. Comme je te disais tout à l'heure, il y a des équipes magasins, d'architectes d'intérieur, de visual merchandisers et de graphistes dans chaque unité. Et c'est extrêmement important. On y tient vraiment à cœur qu'il y ait ces spécialités pour assurer un niveau de qualité élevé dans l'expérience client. Ouais. Je te fais parler d'IKEA parce qu'on connaît tous, je pense qu'il n'y aura pas un auditeur qui ne connaîtra pas ou qui ne sera pas allé chez IKEA, mais on ne connaît pas forcément son fonctionnement, son histoire. Quelle est l'histoire d'IKEA? C'est une marque à quel âge, par exemple? Alors, IKEA a 80 ans et 40 ans pour la France. Et c'est l'idée de Ingvar Kamprad, le fondateur, qui était encore un enfant quand il avait détecté que, en fait, le livreur de lait pouvait être un bon moyen pour envoyer des produits un peu partout dans la région. Et donc, il l'utilisait voilà, pour vendre des allumettes, vraiment des petits exercices d'enfants. Et en fait, ça, au fur et à mesure, tout ça a développé. Il était très, très attaché à sa région. Par exemple, l'acronyme IKEA, c'est son nom et prénom, mais c'est aussi les initiales de la factory de la famille et de sa région. C'est qui, en fait, c'est très ancré dans sa façon, dans ses valeurs, parce qu'il s'est rendu compte que sa région était une région très pauvre, mais en même temps avec une richesse artisanale très élevée. Et donc, il a voulu tout de suite démocratiser l'accessibilité à l'immobilier. Il a voulu que, en fait, n'importe quelle personne, avec n'importe quel revenu, puisse avoir un produit de qualité. Donc, c'est là que son idée de créer un meilleur quotidien pour le plus grand nombre est née. Donc, il a commencé à vendre du mobilier sur le catalogue. Donc, à l'époque, voilà, on recevait le catalogue à magasin, l'iconique catalogue IKEA. Et que vous avez arrêté, je fais une parenthèse. Oui, on a arrêté pour une démarche durable, mais aussi pour se moderniser par rapport à la nouvelle façon de consommer les informations d'aujourd'hui. Et donc, je te disais... Pardon, oui, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Et donc, il a ouvert son premier magasin à Älmhult. En Suède, hein. On est en Suède. Oui, on est absolument en Suède. Et ces magasins, aujourd'hui, étaient délocalisés, mais la structure, elle est devenue le musée IKEA. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, ils se retrouvent de passage à Älmhult. Il y a un musée IKEA avec tous les icônes, les produits icônes, toute l'histoire vraiment de la marque. Pour nous, moi, j'y vais une fois par an voir les nouveautés. Donc, c'est toujours très intéressant de faire un tour dans le magasin. Et dans le magasin musée. Après, voilà, il a ouvert le magasin de Kungskurva dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et au fur et à mesure, voilà l'histoire comme on la connaît aujourd'hui. Il y a combien de personnes à peu près qui travaillent pour IKEA? Tu as le chiffre en France? C'est 12 000. Ouais. Comment tu décrirais l'ADN IKEA en 3 mots? L'ADN IKEA pour moi... Ou en 3 phrases? En 3 phrases. C'est plus facile. Je dirais durable, de plus en plus, abordable, et je dirais aussi playful, donc joyeux. Ouais.
Puisqu'on va revenir sur l'étude, hein, parce que là, je t'embarque sur l'histoire d'IKEA, parce que je trouve que c'est intéressant, mais on va revenir sur votre étude. L'offre IKEA, elle est très large, ça va de la petite cuillère à la cuisine équipée. Comment sont construites les collections? Vous les renouvelez? Il y a des bestes, il y a des nouveautés? Alors, chez IKEA, on suit un calendrier commercial qui nous permet en fait de proposer de nouveautés chaque saison. Pour chaque saison, on a à la fois des nouveautés spécifiques à la saison, qui peut être de nouveaux mobiliers, de nouveaux accessoires ou tout simplement de nouveaux coloris. Et en même temps aussi des collections qui peuvent être des collections internes ou des collections qui sont co-créées avec des designers avec lesquels on collabore. Oui, parce que vous avez des iconiques. Par exemple, la Billy, vous la vendez toujours? Oui, et ça sera pour toujours. Et cette année, il y a la collection Stockholm qui fête ses 40 ans. On s'est vu à Milan, vous présentiez les 96 nouvelles pièces. Et c'est vraiment depuis toujours l'illustration du bon rapport qualité-prix dont tu parlais. Oui, chez IKEA, on parle de democratic design, donc un design qui, dans la forme, dans le prix, dans sa dimension sustainable, voilà, est un design de qualité, mais démocratique. Donc, la collection Stockholm, je pense qu'il incarne au mieux ces concepts de design démocratique, où en fait, un produit de qualité et bien conçu n'a pas besoin forcément d'avoir des prix très hauts. Il peut avoir un prix accessible et ça permet donc de créer ces intérieurs élégantes. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont dans la tête les images de cette collection, mais elle est vraiment très actuelle et d'ailleurs elle répond bien au pilier du bien-être à la maison dont on a parlé tout à l'heure parce qu'il a les formes vraiment organiques, enveloutants et qui permet vraiment d'avoir beaucoup plus de confort chez soi. Oui, il y a un très beau canapé en velours, je crois, camel. Exactement, il y a beaucoup d'attention aux matières, aux textures pour une expérience sensorielle avec le produit. Comment vous travaillez? Tout est fait en interne ou vous faites appel à des designers extérieurs? Chez IKEA, on est très curieux, donc on fait les deux. On a une expertise très profonde, donc on développe des choses nous-mêmes, mais on est aussi très curieux et très attentif à ce qui se passe au niveau sociétaire et à les nouvelles tendances. Et donc, on aime bien collaborer pour avoir un regard extérieur et apprendre et proposer des choses nouvelles. Ouais. Si on revient à l'étude et les conclusions que vous en avez tirées, concrètement, quelles seraient, tu vois, les idées déco, les solutions ou les produits récents justement que vous avez développés pour favoriser la joie à la maison et que les gens se sentent mieux? On répond au rapport à la fois avec des produits, à la fois avec des solutions. Donc, notamment, il y a eu dernièrement la collection Nittilverkad, qui est une réédition de produits IKEA des années 80. Donc, elle va vraiment chercher les éléments. Elle parle un peu, disons, à la côté nostalgique de chacun et cette volonté de se rappeler des bons moments. Donc, une collection qui parle beaucoup à la génération des millennials, mais on l'a réédité avec des couleurs qui boostent un peu la dopamine, donc des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus actuelles par rapport à celui-là de l'époque. Ouais. Et au-delà de produits, on a aussi toutes nos solutions magasins qui sont vraiment conçues de la A à la Z, qui peuvent nous permettre d'adresser ces thèmes. Pour exemple, on sait que de plus en plus, les jeunes générations, ils adorent les jeux de table. Ça, c'est une vraie tendance. Et donc, dans nos ambiances, on présente davantage des solutions qui permettent d'organiser ces moments de jeu. Oui, j'ai vu ça, que le jeu revenait beaucoup, les backgammon, les tables basses, pour poser des jeux de société. Exactement. Mais l'erreur, ça pourrait être de juste proposer du mobilier pour stocker ces jeux-là. Mais ce n'est pas tout à fait ça que les gens recherchent, surtout que ce sont les jeunes qui le font avec un pouvoir d'achat un peu plus faible. Et donc, c'est là le vrai challenge de proposer des solutions qui sont flexibles, smart, à bas prix. Par exemple, une desserte sur roulette qui peut facilement se glisser derrière un rideau dans un petit espace peut être une super solution pour créer cet effet on-off de moment de jeu et moment
moment de rangement avec voilà, tous les jeux classifiés et à portée de main. Ouais. Et c'est une histoire de détails aussi, par exemple, privilégier les lumières chaudes, les textures naturelles, etc. Oui, la joie, ça peut arriver voilà, avec des solutions d'ameublement ou des petits gestes, comme par exemple créer un peu plus de confort. Tu as parlé de lumière. Chez Ikea, on est très sensible à la lumière parce que c'est dans nos racines suédoises. Voilà, en Suède, il y a des journées très très longues, très très sombres, et à l'opposé des journées où à 4 heures du matin, c'est encore le soleil de midi. Et donc, on a une sensibilité très forte pour la lumière. C'est pour ça qu'on travaille vraiment énormément les textiles dans nos ambiances pour jouer avec la sensation de luminosité et aussi avec les ampoules qui peuvent créer pas que allumer un espace, mais vraiment créer des boules de détente ou énergisantes, ça dépend de la personne. De la personne. Tu disais, j'avais noté, le rapport évoque aussi les tendances comme le kidulting et la dopamine décor, ou encore les espaces multisensoriels. Donc vous inspirez de ces thèmes-là. C'est quoi le kidulting ? Le kidulting, c'est en fait la volonté de l'adulte de jouer comme s'il était un enfant. Oui, c'est le thème du jeu dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Et ces tendances, ils dérivent toujours des changements de la société. Et donc, bien évidemment, Ikea aussi, elle est à l'écoute de ces changements, mais pas forcément de toutes les tendances. On est plus sensible à ces tendances qui sont proches de nos valeurs. Et donc là, on est vraiment très très proche parce que dans notre ADN, on a cette volonté d'un intérieur qui est joyeux, qui est informel et qui aussi est coloré. Dans le design scandinave, comme il est conçu chez Ikea, c'est une base neutre avec des accents de couleurs. Et donc, ces tendances que tu évoques, ça nous parle particulièrement. Toi, comment t'imagines la maison de demain en termes de design joyeux ? Alors pour moi, on a vu les 4 piliers et moi je pense que c'est lui du bien-être et c'est celui-là qui le plus peut vraiment créer cette joie à la maison. Donc j'imagine une maison qui soit de plus en plus durable, de plus en plus naturelle dans la façon comme elle est conçue, mais de la façon aussi comme on y intègre des éléments naturels, les plantes, ou la nature en général. Une maison aussi qui est accessible. Donc, cet concept du bien-être le plus démocratique possible, qui ne soit pas une raison de revenus pour pouvoir attendre cet bien-être à la maison. Oui, que tout le monde puisse se sentir bien chez soi, quel que soit son budget. Exactement. C'est ça votre volonté, c'est la volonté d'IKEA de toute façon. Exactement. Et malheureusement, on a vu que c'est l'obstacle principal dans le bien-être. C'est dommage et ce n'est pas possible. Donc, pouvoir démocratiser et rendre accessible le bien-être à la maison, c'est un challenge qu'on va prendre. Ouais. Toi, si tu devais donner un petit conseil tout simple aux auditeurs pour apporter un peu plus de joie chez eux, qu'est-ce que ce serait ? Je ne vais pas donner un conseil déco, vu que chacun est fait différemment, donc chacun peut avoir son regard personnel. Au contraire, je veux dire aux gens de faire ressortir cette personnalité. Je pense de arrêter de faire des maisons pour des invités invisibles qui ne vont jamais venir, mais s'éclater, raconter qui on est, exprimer sa personnalité. Et je pense que c'est l'élément fondamental pour se sentir bien chez soi. Oui, t'as raison, c'est assez fort ce que tu dis de se dire des faux invités qui viendraient jamais. Parfois, j'imagine que tu arrives dans des salons où il y a 5 fauteuils alors qu'en fait la famille est toute petite et où il y a pas 5 fauteuils, où il y a 10 fauteuils autour de la table de repas alors qu'en fait on fait des dîners 2 fois par mois. Exactement, c'est exactement ça, et avoir ces 4 chaises vides à te regarder. Et ça prend trop de place et puis ça peut te renvoyer une image négative
significative. Te rappelles de tes parents qui sont loin, te rappelles de ces repas que tu n'as pas eu le temps d'organiser. Donc, ça suffit. On fait les maisons pour nous-mêmes. Oui, pour nous-mêmes. Dernière question, à quoi pour toi ressemblera l'expérience IKEA dans 10 ans? Comment t'imagines IKEA dans 10 ans? J'imagine une expérience de plus en plus simple, de plus en plus immersive. Je pense que l'accessibilité à tout ce qui est digital et réseaux sociaux et omnicanalité va demander aux magasins de devenir de plus en plus des lieux d'expérience, des lieux immersifs, où vraiment passer un bon moment, des moments inoubliables. Et donc, je pense que davantage, ils vont s'enrichir d'activités et d'expériences uniques. Ouais, pour renforcer la balade du dimanche dans les magasins IKEA. Exactement, une vraie raison pour venir chez nous. Ouais. Merci beaucoup Enrica, c'était très intéressant toutes ces informations que tu as partagées avec nous et pour ce rapport. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.